le MISIAC et le MCC, un laïcat responsable et militant. Donc, je vous l'ai dit, le MISIAC est créé en 1937 pour se différencier du rôle syndical de l'USIC et intégrer les ingénieurs et chefs d'industrie au grand mouvement de l'action catholique, engagé et mandaté par les évêques pour rechristianiser nos frères. Voilà. C'est ça qui a fait le déplacement de l'USIC au MISIAC. Mais on peut dire que c'est l'USIC qui a créé le MISIAC, hein, ça revient au même. Voilà. Tout en gardant la structure syndicale de l'USIC pour des raisons très pratiques, d'immeubles, de moyens, de statut économique et financier, etc. Enfin, et fiscal et tout. Donc, voilà. Mais ça permettait justement de sortir du côté un peu plus étroit de l'USIC pour rejoindre, au fond, tous ces mouvements d'action catholique que les évêques mettaient en mission et envoyaient en mission. Il y a là quelque chose, une sorte de solidarité. S'il y avait un mot qui ressort de cette étape et de cette période, c'est le mot solidarité. Solidarité entre les mouvements, solidarité dans la création du CCFD, dans un certain nombre de congrès, de manifestations communes, dans un certain nombre de prises de parole sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Voilà. Et ça ouvre une période extrêmement riche et, enfin oui, me semble-t-il, riche et flamboyante pour le MCC. Mais il faut bien avouer que la difficulté de refaire une France chrétienne, d'une part, et d'autre part, la réalité de la guerre et les drames qui s'en sont, et puis les suites de la guerre, eh bien, l'élan de la reconstruction a quand même globalement réorienté un peu les choses. Les réunions mensuelles qui s'appuyaient sur la méthode de la révision de vie, voire juger, agir, ont été l'occasion de faire de plus en plus une expérience de l'esprit à l'œuvre dans ce temps de reconstruction et ce temps de développement, ce temps de croissance économique très prometteuse. Dans un monde où le bien et le mal coexistent, et on n'est jamais sûr de bien les différencier, parce que c'est quand même ça l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Le bien et le mal sont mêlés et pas facile à différencier, à discerner. Eh bien, entre les expériences du nazisme et celles du totalitarisme communiste, eh bien, l'Esprit de Dieu, l'appui et la référence à l'Esprit de Dieu, l'invocation de l'Esprit, donne force et courage pour scruter les signes des temps et se porter vers des nouveaux chantiers. On peut dire que tout ce qui accompagne ces Trente Glorieuses et ce développement, c'est même au plan mondial, c'est la dissuasion d'un côté et la coopération. C'est les deux grands chantiers du monde des années 50, 60 et 70. Dissuasion et coopération sont quasiment concomitantes dans toutes ces années d'après-guerre, et le Concile de Vatican II va éclairer tout cela, 1962-1965, en particulier avec cette petite phrase « tous responsables ». La foi n'est plus héritable par les institutions, par les cadres extérieurs,
et de moins en moins aussi ne serait-ce que par l'institution familiale. Ça va être de moins en moins cela. Et donc la foi, par contre, elle est beaucoup plus l'objet d'une décision personnelle, et d'une décision personnelle qui peut avoir un coût, qui peut coûter quelque chose, comme, parce que cela engage. Et cela engage, ça peut engager du fric, ça peut engager du positionnement social, ça peut engager voilà, la foi devient beaucoup plus ça. Donc la responsabilité vient en conséquence, quoi. C'est ce qui va faire, et ça c'est ce qui va faire le fond du MCC qui naît au lendemain du Concile. Mouvement des cadres, ingénieurs et dirigeants chrétiens à l'époque. L'USIC, là aussi, continue d'exister. Alors, on peut dire qu'il y a deux héritages, mais je passe vite parce que vous les connaissez. De l'USIC, le MCC hérite le goût de la réflexion et de la réflexion en commission, des congrès, d'une revue où on analyse un peu les choses, et puis du MISIAC, elle garde l'expérience de la petite équipe, du terrain, du partage, de cette foi qui engage personnellement, voilà. En outre, le mouvement va s'ouvrir aux femmes et un peu plus tard aux jeunes professionnels. Et tout cela est aujourd'hui accepté et vécu de manière heureuse. Mais à l'époque, ce n'était pas si évident. Il faut voir ça. Hein. C'est en particulier l'ouverture aux femmes, mais aussi l'ouverture aux jeunes. Est-ce que c'était bien le lieu de... Mais ils n'ont pas de responsabilité suffisante, mais ils n'ont pas de... etc. Hein, voilà. C'est devenu naturel, pourquoi? C'est devenu naturel parce qu'aujourd'hui, les femmes accèdent aux plus hautes fonctions comme les hommes, à peu près, et les jeunes sont aspirés par les besoins technologiques et de connaissances et de renouveau technologique. Donc mais à l'époque où il fallait commencer par le laminoir ou la chaîne de montage, les responsabilités venaient un peu plus tard, quoi. Voilà, cet élargissement, et puis alors il y a une internationalisation très forte, avec une internationalisation et une mondialisation à travers l'UNIAPAC, à travers le CIAEC, à travers ces organismes toujours un peu mystérieux qui sont à Rome et qui sont des boîtes dans lesquelles se croisent des mouvements qui sont d'un dynamisme et d'une nature tout de même assez différentes les uns les autres selon les régions, selon les tonalités, voilà. Mais il y a tout de même cette internationalisation et puis il y a des équipes, je suis bien placé pour le savoir parce que j'y suis allé 2 fois, il y a des équipes à Shanghai, il y a des équipes à Londres, il y a des équipes à Bangalore, il y en avait peut-être aussi ailleurs, mais moi, c'est celle que j'ai connue à mon époque, voilà. On a le sentiment que dans cette période un peu faste, hein, jusque dans les années 80, disons à peu près, hein, c'est tout le monde économique qui est mis en mouvement. Et que et ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que le MCC est un mouvement écouté et regardé dans cette mise en mouvement, parce que sa parole est fiable. Sa parole repose sur des analyses et un discernement qui est fiable. Voilà. Et donc, il y a légitimement, sans doute, une certaine fierté. Mais en même temps, cet approfondissement et cet élargissement du mouvement correspond
à ce que j'appellerais à la suite et avec, comment dire, Brémond d'Ars, là, j'oublie son prénom, Nicolas, une spiritualisation du mouvement. D'une part, ça correspond à un contexte, celui des années 90, où une formidable vague de spiritualisation, de spiritualité tous azimuts se met en place et traverse aussi bien la France que d'autres pays. Mais d'autre part, ça correspond aussi, je crois, à une prise de conscience du mouvement que Henri Klipfel, dans un chapitre remarquable que je vous conseille d'aller lire, parce que c'est une réunion d'équipe. C'est une réunion d'équipe en 1979, je crois, qui doit se passer dans l'est de la France, me semble-t-il, et un samedi d'hiver, un samedi après-midi d'hiver, et voilà, il y a une question, il y a un problème, et savoir, il y a un problème dans une entreprise, avec des licenciements, avec des choses comme ça, et faut-il que le MCC agisse et agisse avec d'autres. Un certain nombre d'années auparavant, il y avait eu la même chose dans un autre établissement de l'Est de la France, dans une usine métallurgique, et le MCC avait agi. Le MCC avait repris, avec un certain nombre de cadres, pas seulement le MCC, hein, mais voilà, l'entreprise, et ça s'était d'ailleurs pas très bien terminé. Oui, je pense. Et ça s'était pas bien terminé. Et là, c'est peut-être une quinzaine d'années plus tard, une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard, il y a de nouveau quelque chose, et l'équipe, là, fait le choix de... Ben non, on n'a pas les moyens de... Et c'est trop risqué, finalement. Et alors s'ensuit toute une discussion très, très intéressante, c'est-à-dire chacun dit pourquoi il le vit de cette manière-là, à travers le projet familial, à travers des engagements associatifs ou caritatifs ou des affaires comme ça, à travers... voilà, c'est très intéressant. Et Henri Klipfel a intitulé ce petit chapitre « Feu le temporel ». Feu le temporel. Et dans d'autres mouvements, comme les EDC par exemple, on constaterait le même genre de choses, après le combat pour la corruption et contre la corruption et ces choses-là, une espèce de... Voilà, tout d'un coup, comme si on prenait conscience que, au fond, c'est l'Église elle-même qui constate qui prend acte d'une certaine façon peut-être de son côté petit, modeste, au milieu d'un monde qui lui échappe. C'est plus les patrons chrétiens et les dirigeants chrétiens qui font la décision des entreprises. Si tant est qu'ils l'aient fait, mais ils y participaient. Voilà, on est dans un autre monde, on bascule dans un autre monde, et la force du mouvement, ça va être essentiellement sa force spirituelle.